Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler des soins à domicile. À ce titre, nous avons invité Madame Demoulin, ergothérapeute depuis de nombreuses années. Elle a consulté en milieu hospitalier, en maison de repos et à domicile. Elle va nous expliquer la particularité des soins à domicile dans son métier. Merci d'être avec nous, Madame Demoulin. Avec plaisir. Nous avons également invité Wassim Asra, notre jeune ergothérapeute, vient nous parler de son cursus, de l'approche de l'ergothérapie en 2020. Merci Wassima. De rien, avec plaisir. Nous avons également invité Madame Bounou Majida. Bon, vous la connaissez déjà, elle est déjà venue quelques fois chez nous pour parler de plein de choses. Majida est infirmière, comme vous le savez, formée à la médecine traditionnelle chinoise. Elle vient nous parler de sa pratique de soins infirmiers à domicile. Majida, merci d'être avec nous. Merci à toi. Et je suis aussi spécialisée en pédiatrie et néonatologie. Ah, j'ai oublié de le dire, flûte. Voilà. Bon, comme ça, nos auditeurs sont au courant. Et puis, nous avons aussi avec nous Jessica Iskandar, psychologue clinicienne. Elle va nous parler du projet P3 de chez Brusano, dans lequel s'inscrit l'espace santé famille depuis peu. Bonjour. Bonjour Jessica. Voilà, on va commencer cette émission. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions par téléphone ou par SMS au 0488 106 800. Alors, je commence avec Madame Bounou. Oui, Virginie. En quoi consistent les soins à domicile ? Vous allez nous le dire. Oui, je vais vous le dire. D'une manière très simpliste, c'est des soins qui sont prodigués, des soins de santé qui sont prodigués à la maison. Donc à domicile, au chevet au domicile des patients. N'importe quel soin ? Alors, c'est n'importe quel soin. C'est des soins de santé. Hein. D'accord. Il y a des soins de santé, il y a aussi d'autres types de soins associés aux soins de santé. Donc, en fait, pour développer, c'est vraiment tous les soins et services pratiqués par des personnels soignantes ou des prestataires d'assistance médicale à domicile et permettant en fait aux patients d'être traités chez lui, style infirmière, aide-soignante, kinésithérapeute, podologue, orthophoniste, ergothérapeute. Ça existe depuis longtemps ça, les soins à domicile ? Parce que quand j'ai fait des recherches sur internet, j'ai vu que ça se développait pas mal. Il y avait des genres d'ASBL comme ça qui faisaient que du soin à domicile exclusivement. Oui, il y a des structures privées, il y a des structures publiques, il y a des libéraux. Il y a à boire et à manger. Ouais, donc c'est pas toujours facile de se dépatouiller là-dedans. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un relais entre les institutions hospitalières et le côté soins à domicile. D'accord. Donc, parfois, les hôpitaux peuvent renvoyer vers des services de soins à domicile. Ok. Voilà. Ok. Je me retourne vers Madame Demoulin. Vous avez travaillé de nombreuses années dans les soins à domicile. Quelle est la particularité de ce type d'intervention ? Mais donc, la particularité pour l'ergothérapeute, c'est de permettre à la personne de retrouver un maximum d'autonomie et indépendance dans la mesure du possible. Ça dépend, s'agit-il d'un problème de fonction motrice, plutôt de fonction cognitive, ça dépend vraiment de la source du problème. Et donc, il s'agit de rééducation, d'une part. Des rééducations, ça peut être fonction motrice ou fonction cognitive. Et parfois aussi adaptation du lieu de vie. Si la personne se retrouve avec un handicap, on propose d'adapter le lieu de vie pour qu'elle puisse retrouver l'autonomie dans la mesure du possible. Donc vous pouvez réaménager toute une pièce, vous pouvez bouger des meubles et des choses comme ça. C'est possible. Donner des conseils effectivement dans ce genre-là et parfois faire installer par exemple quelqu'un qui se retrouve en chaise roulante, qui habite au premier étage, faire installer un ascenseur siège qui va monter jusque là avec la personne. Des adaptations du domicile, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être Madame Sra, est-ce que vous pourriez nous expliquer, et peut-être aux auditeurs aussi, ce qu'on apprend en ergothérapie ? C'est quoi en fait l'ergothérapie ? Comme l'a dit Madame, en fait l'ergothérapie c'est vraiment la rééducation d'une personne en situation de handicap en passant par des réhabilitations de fonctions cognitives ou alors des fonctions motrices. Et nous, ce qu'on apprend vraiment en ergothérapie, je pense que c'est comme toutes les études du paramédical, on passe par l'anatomie, toutes les sciences, on s'intéresse vraiment au développement humain, que ce soit au niveau comportemental ou moteur. Après, on a vraiment des cours de manutention pour se préserver, nous, en tant que soignants. Je pense que c'est dans tous les paramédicaux. On a des cours, vraiment, ce qui fait vraiment la spécificité aujourd'hui de l'ergothérapie, c'est vraiment le cours sur l'environnement,
Dans ce cours-là, on apprenait vraiment à analyser correctement l'environnement pour mettre en place des aménagements. Donc ça nous permettait, nous en tant qu'ergo, de déceler vraiment les obstacles pour les personnes en situation de handicap. Et comme en ergothérapie, on a fortement tendance à dire que l'environnement crée la situation de handicap. C'est-à-dire que au final, si l'environnement est bien adapté pour une personne, il y a plus d'obstacles et du coup, il y a plus de situation de handicap, quoi. C'est ça, donc vous êtes là pour vraiment faciliter. Et est-ce que cette vision, de cette pratique-là, parce que ergothérapie, tout le monde ne connaît pas, est-ce que ça a évolué chez les jeunes? Parce que comment une jeune femme, se dit, tiens, je vais faire ergothérapeute, qu'est-ce qui mène à ce type d'envie, de type d'études finalement? Et est-ce que les jeunes connaissent l'ergothérapie? Parce que même les grands, je ne sais pas s'ils connaissent l'ergothérapie. Est-ce que nos auditeurs connaissent l'ergothérapie? Pour ma part, franchement, je connaissais pas du tout. Je savais pas quoi faire à la fin de ma 6e année. Donc, j'ai demandé un peu à ma sœur. Je lui avais dit que je voulais travailler dans le milieu hospitalier, mais sans trop être en contact avec le sang. Elle m'a dit, pourquoi pas essayer l'ergothérapie? Je me dis, pourquoi pas essayer? J'ai essayé et au final, j'ai vraiment adoré, en fait, le contact humain avec le patient, sa vision holistique, en fait, du patient. Et c'est vrai que quand je compare ma classe de ergo et la classe de kiné, déjà, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a plus de classes de kiné. Nous, à Tucassé, on avait 160 élèves en ergo. Ah oui. Il y avait moins de garçons. Maintenant, il y a de plus en plus de garçons. Mais je pense que ce manque d'élèves, c'est vraiment dû au manque d'intérêt. Ce manque d'intérêt pour l'ergothérapie, c'est vraiment au fait que le métier est en plein développement et qu'il cherche à être connu, mais aussi à être reconnu, quoi. Il y a un manque d'information à ce sujet-là, en fait. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous voulez compléter, peut-être? Parce que vous, à votre époque, est-ce que l'ergothérapie était aussi connue ou pas du tout? Je vais pas dire pas du tout, mais très peu de gens connaissaient ça. Hein. Oui, en milieu hospitalier, dans les centres de rééducation. Ah, voilà. Mais à domicile, c'était encore bien moins qu'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Ça commence à bien se développer aussi au niveau du domicile, puisqu'on a vu que Brusano a voulu développer un projet pour inclure les ergothérapeutes dans les soins à domicile. Et ça, on en parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Je vais me retourner vers notre psychologue, puisque nous avons aussi une psychologue avec nous, donc Madame Iskandar. Comment travaille un psychologue à domicile? Parce que c'est peu connu ça aussi. Donc on a vu qu'il y avait eu le projet 107 à Bruxelles avec des équipes mobiles de crise qui viennent à domicile pour des situations un peu particulières. Ça a commencé il y a quelques années. En tout cas, quand moi je suis sortie de l'université il y a une dizaine d'années, ça se faisait pas encore trop je trouve les psys à domicile. Voilà, parce qu'on a aussi un cadre déontologique à tenir. Comment on peut maintenir son cadre quand on vient chez les gens? Comment on peut, en tant que psychologue, prester des consultations en soins à domicile? C'est vrai que le cadre du domicile est particulier et donc ça change des autres cadres, on va dire. Et donc voilà, c'est au psychologue qui est garant du cadre et donc c'est à lui vraiment d'adapter finalement les pratiques institutionnelles et de sa pratique de psychologue au domicile, au cadre du patient. Et donc veiller à créer une alliance thérapeutique, mais tout en maintenant une certaine distance relationnelle, parce que c'est vrai qu'au domicile, il y a une certaine proximité, qui s'installe, et donc il faut veiller à rester dans une relation professionnelle, chaleureuse mais professionnelle. Je trouve que c'est très compliqué parce que vraiment on entre dans son univers à lui, au patient. Quand on a notre espace, notre cabinet à nous, le patient vient chez nous et donc là, c'est toujours la même chose, le même environnement, il y a un cadre, des horaires. Ça aussi pour le maintien des horaires, c'est compliqué. Pour quand on vient à domicile, j'ai l'impression qu'on sait qu'on rentre, mais on sait pas toujours forcément quand on sort. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a certains patients, ça les arrange bien, ils aimeraient bien qu'on fasse que du domicile finalement. Et je me dis, finalement, est-ce que c'est une autre manière de travailler? Madame Demoulin, peut-être vous pourriez nous dire, est-ce que c'est une autre manière de travailler les soins à domicile que la pratique en cabinet avec les patients? Les soins à domicile, ce sera vraiment le but premier sera vraiment d'adapter le lieu et le mode de vie de la personne, ou bien faire de la rééducation. Ça dépend vraiment dans quel but on vous appelle. On nous appelle. Et s'ils viennent chez vous alors en cabinet, là c'est quoi comme type de pratique à ce moment-là, quand les patients viennent au cabinet d'une ergo?
Mais si c'est pour un problème de motricité, ce serait de rééducation de la fonction motrice, et ce sera aussi lui montrer comment faire, comment se positionner correctement, faire des gestes correctement pour éviter des douleurs dorsales notamment. Lui donner des conseils. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient avec un enfant de 10 ans qui a des problèmes d'apraxie, là, ce sera encore tout autre. Ce sera faire par des activités concrètes, des exercices sous forme plus ludique alors. Et donc les ergothérapeutes travaillent aussi avec les enfants? Pardon, je vous coupe, mais... Oui. C'est ça? Oui, l'ergothérapeute, ça peut travailler avec des enfants en bas âge, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, ça s'adresse à tout public. C'est, encore une fois, on n'est pas au cas par cas selon les problèmes, tout comme au niveau secteur médical. Ça peut relever de la neurologie, la rhumatologie, la traumatologie, la psychiatrie, la neuropédiatrie. C'est très très vaste. Hein, Oui, et donc chaque ergo, elle peut se spécifier dans un secteur en particulier? Oui, c'est clair que dans le courant de la vie professionnelle, on peut parfois se rendre compte qu'on a plus d'affinité pour tel ou tel secteur. Ça dépend vraiment du parcours de l'un de l'autre. Vous avez beaucoup travaillé dans le milieu hospitalier, dans les maisons de soins, et là c'était une autre manière de faire, ou vous deviez, par exemple, si c'est dans une maison de repos, dans une maison de soins, à ce moment-là vous réaménagez l'environnement de la maison de soins, ou vous ne travaillez que sur la motricité? Dans les maisons de repos et de soins, là, ce qu'il y a de spécifique, c'est il y a une part de travail individuel, donc avec chaque résident, dans le but de l'autonomie, là, dans la mesure du possible. Mais là, en maison de repos et de soins, l'ergothérapeute intervient aussi pour faire des activités de groupe, parce que l'ergo ne travaille pas que sur la motricité ou la cognition, mais travaille aussi sur le social, sur le relationnel. Le but, c'est vraiment le bien-être de la personne. On travaille pas avec un bras, une jambe ou une tête. On travaille avec une personne, donc de manière très holistique. Et c'est différent du kiné, par exemple, qui va faire de la rééducation sur un membre, par exemple, qui est abîmé ou qui a eu un accident, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous différencie finalement des kinés en ergo? Un kinésithérapeute, si quelqu'un a un problème, une personne âgée, par exemple, qui a des problèmes pour se déplacer, des problèmes de motricité, quelle qu'en soit la cause, le kiné va travailler principalement sur les membres touchés, ou bien faire de la marche ou faire des exercices physiques qui répètent 10 fois, 15 fois, 20 fois. La force musculaire, par exemple. Alors que l'ergothérapeute travaillera plus sur des activités concrètes. Se laver, s'habiller, manger, se déplacer, l'autonomie, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même bien différencier. Oui, c'est quelque chose dans le quotidien. C'est pour apprendre à mieux vivre, en fait. Si je résume bien, ça permet de mieux vivre au quotidien et pas cibler juste sur une blessure ou quelque chose. Et ben moi, je viens d'apprendre, je le savais pas, qu'on pouvait même faire ça avec des enfants qui avaient de l'apraxie et des difficultés motrices, par exemple pour l'écriture, etc. C'est génial. Parce que finalement, j'espère que nos auditeurs pourront nous entendre et se dire, tiens, j'irais bien faire un peu d'ergo avec mon petit qui a des soucis à l'école. On a parlé de la rentrée scolaire aussi il y a peu. C'est vrai que ça peut aussi aider des enfants dans leur quotidien à l'école. Donc là, ce serait de les autonomiser dans leur travail, par exemple. Oui. Et Madame Sra, vous, par exemple, en tant que jeune ergo, vous vous dirigez dans un secteur en particulier ou Oui, moi, en tant qu'ergothérapeute, jeune ergothérapeute, je préfère vraiment la rééducation. Donc vraiment le centre hospitalisé, pour que le patient puisse vraiment bénéficier d'une prise en charge globale. Donc on puisse travailler avec le kiné. Oui. Mais après, je trouve que c'est tout aussi intéressant de travailler au domicile du patient, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un endroit où il se sent bien, un endroit qui le met en sécurité. Et du coup, nous, en tant qu'ergo, on peut vraiment voir le patient évoluer au jour le jour et vraiment dans son quotidien, vu que l'ergothérapeute vraiment essaye de travailler avec des activités de la vie quotidienne. Donc nous, ça nous permet de voir voir le patient bien évoluer dans son quotidien, un endroit qu'il connaît. Parce que certes, un patient peut très bien réussir la tâche à l'hôpital, mais une fois qu'il arrive à la maison, tout est chamboulé, c'est pas du tout le même environnement et il n'y arrive plus à le faire. Donc c'est à ce moment-là que l'ergothérapeute
prend en charge le patient, quoi. D'où l'intérêt de venir à domicile aussi. C'est vrai que je me retourne un peu plus vers notre infirmière. On connaît plus les infirmières à domicile. Après une opération, tout le monde sait que parfois les infirmières viennent changer les pansements, elles viennent regarder si tout va bien, etc. Ça, c'est plus quelque chose qu'on connaît. Mais est-ce que il y a d'autres situations finalement où on fait appel aux infirmières en soins à domicile que par exemple les opérations purement tout type de soins. J'avais envie de dire tout type de soins, donc après une opération chirurgicale, dans les cadres de soins palliatifs par exemple, donc les soins continus. Donc ça, c'est possible de mettre en place à domicile. Il y a aussi dans les situations de pathologie chronique où ça nécessite un suivi et que l'hospitalisation va durer in vitam aeternam. Donc là, ce sera pas possible. Donc là, on s'oriente vers une hospitalisation à domicile. Donc là, l'infirmière, elle est très importante dans cette situation-ci. Dans des traitements parfois très ponctuels, donc par exemple un acte médical, c'est-à-dire une prise de sang, une injection, ça peut être d'un petit soin à un très grand soin, une grosse prise en charge. Et donc c'est vrai que l'infirmière, elle, de manière globale, on va dire qu'elle a un peu l'habitude de travailler en soins à domicile. Tout à fait. On parlera tout à l'heure justement que les psychologues et les ergos, y a plein de projets qui se mettent en place tout doucement pour les inclure. Mais on va faire une toute petite pause pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. Et on rediscute de tout ça juste après ces quelques minutes d'arrêt. Je vous dis à tout de suite, chers auditeurs, et restez avec nous. Excuse-moi, je peux voir ton ticket de caisse? Mon Dieu, mais tu payes une fortune pour tes courses. La vie est tellement chère que je n'arrive même pas à finir le mois. Viens avec moi chez Aswaxos, tu trouveras l'alimentation générale le moins cher sur marché. Rendez-nous visite dans un de nos magasins situés rue de Brabant 173 à Scarbeck, rue Wayé 80, chaussée de Mons 93 à Anderlecht. Aswaxos, Barani. Great, tout le monde l'attend et voilà, c'est fait. 2000 mètres carrés à votre disposition, toutes les saveurs de l'Orient sous un même toit, des légumes frais, viande de qualité, pain libanais fait sur place et tout ce dont vous aurez besoin dans une ambiance orientale. Alors, on se donne rendez-vous dans votre supermarché Great. Great, tout l'Orient à Bruxelles, 640 chaussée de Louvain à 1030 Scarbeck. Pour que vous vous sentiez encore mieux chez vous, dans votre maison, c'est simple. Venez nous rendre visite. Silam se fait un plaisir de répondre à toutes vos exigences de qualité et de prix imbattables. Le plus grand espace d'exposition en Belgique. Cabine de douche, salle de bain, jacuzzi, radiateur, chaudière, éclairage, prise, parlophone, vidéophone et tous les accessoires du sanitaire, du chauffage et de l'électricité. Silam, Scarbeck-les 237-239, Vilvoorde. Notre devise, la qualité et le bon prix. Chez Attijari Wafa Bank Europe, nous sommes mobilisés pour vous accompagner au quotidien et pour vous soutenir dans vos projets. Avec Attijari Wafa Bank Europe, profitez du premier pack bancaire pour faciliter vos transferts d'argent vers le Maroc et la Tunisie. Bénéficiez ainsi de 6 solutions de transfert adaptées à vos besoins. Transférez dès maintenant par espèces, carte bancaire, virement, chèque, prélèvement automatique et débit compte. Vos transferts par prélèvement automatique disponibles uniquement vers le Maroc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.attijariwafa.net. Attijari Wafa Bank Europe, votre histoire est aussi la nôtre. Arabelle rediffusion. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous et donc nous étions avant la pause en train de discuter avec 2 ergots, une infirmière et une psy, donc je les remercie encore d'être avec nous, concernant les soins à domicile. Nos 2 ergothérapeutes nous ont un peu expliqué qu'est-ce que c'était que l'ergothérapie. Beaucoup de personnes ne savent pas. J'ai moi-même appris qu'on pouvait utiliser l'ergothérapie avec les enfants, c'est quelque chose que je ne savais même pas. Ensuite, Madame Bounou nous a un peu expliqué aussi quel type de soins les infirmières apportaient à domicile. Alors c'est très connu les soins infirmiers à domicile, moins connu les soins psychologiques à domicile, et
du coup, les ergos, comme elles sont pas connues du tout, je dirais que on sait même pas qu'elles font du soin à domicile. Mais bon, ça commence à être connu. Ça commence à être connu. Et justement, dans le milieu hospitalier, en tout cas, c'est déjà bien connu. Du coup, avec l'émission Santé pour tous, elles seront un tout petit peu plus connues. Alors, je vais revenir un petit peu vers notre psychologue, juste par rapport au fait de travailler à domicile. Quels sont les inconvénients en tant que psychologue de travailler à domicile? C'est ce que je disais un petit peu avant la pub, c'est vraiment le cadre qui change, puisqu'on entre vraiment dans le lieu d'intimité de la personne. Donc, on a peut-être moins de contrôle sur cet environnement. Donc, c'est à nous de bien veiller à ce que l'intimité et la confidentialité soient respectées, parce que peut-être que des proches peuvent être présents et donc peut-être peuvent couper les séances ou donc veiller à cette confidentialité-là. Et donc, ça demande une certaine flexibilité, créativité, mais ça a aussi certains avantages d'être au domicile du patient. Quels sont les avantages alors, puisque vous dites qu'il y a des avantages à être au domicile du patient? Mais on peut avoir peut-être accès à plus d'informations, des informations qu'on n'aurait pas si le patient venait à nous en institution ou en cabinet. Mais il faut aussi rester prudent, parce que peut-être que ce sont des informations que le patient n'aurait pas forcément dévoilées. Donc, à nous de rester aussi discrets dans nos observations. Mais ça nous donne accès aussi à peut-être une meilleure compréhension et une meilleure évaluation de la situation psychosociale, je dirais, du patient. Moi, parfois, ça me fait peur, tout ce qui est, entre guillemets, intervention à domicile, parce que je me dis, si tout le monde fait tout le temps du domicile, les gens ne se déplaceront plus pour aller en institution et ne sortiront plus de chez eux. On est dans une ère où j'ai l'impression que on veut tout faire par écran, on veut tout avoir chez soi, même la nourriture, même la bouffe, on la commande à domicile. Bon, j'exagère un petit peu, mais on a de moins en moins l'envie d'aller vers l'autre et de se déplacer. Et moi, j'ai toujours peur je fais un peu l'avocat du diable, je veux dire, on est en train d'essayer de dire non, c'est bien les soins à domicile, mais juste moi, c'est le seul petit truc qui me fait quand même très très peur, c'est de toujours ramener la personne à rester chez elle et à ne plus sortir aussi. Parce que de vivre de manière adaptative, c'est aussi, je trouve, sortir à l'extérieur et rencontrer. Quand tu vas aller au cabinet d'un psy, d'un ergo ou d'une infirmière, ou même d'un médecin, tu vas rencontrer des personnes sur ton chemin, tu vas faire des exercices physiques parce que tu vas monter les escalators en panne de la STIB. Je sais pas si on a le droit de dire ça à la radio, mais c'est pas grave, c'était rigolo. Donc, il y a quand même des petits trucs que tu fais. Quand tu sors de chez toi, que si tu restes chez toi, on va dire, tu restes peut-être parfois même, je pense aux patients dépressifs, ils restent parfois dans leur souffrance, dans leurs difficultés. Vous parlez des patients avec des problèmes de motricité qui n'étaient pas adaptés à l'environnement, etc. Mais finalement, si on veut leur apprendre à vivre avec leur quotidien, c'est aussi un peu les pousser à sortir aussi. Donc je me dis, il y a peut-être à boire et à manger dans les soins à domicile. Je me dis peut-être une version mixte, ça pourrait être sympa. Enfin, je sais pas, Madame Bounou. Non, moi je vais un petit peu vous contredire. Je suis désolée, Madame Leblic, mais je vais un peu vous contredire parce que justement, l'hospitalisation, il faut savoir que les soins de santé, c'est un énorme coût pour la société, c'est un énorme budget. Et justement, je pense que l'avenir, c'est vers les soins à domicile. C'est moins cher. C'est l'hospitalisation à domicile. En tout cas, l'hospitalisation à domicile, ouais. Ça, ce sera la nouvelle ère. En tout cas, parce que moi, à chaque fois que j'ai à l'hôpital, je tombe malade, donc ça aussi, c'est. Oui, parce que moi qui travaille à l'hôpital, on se rend compte que il y a la durée du séjour d'un patient, elle est de très courte durée. On essaye que le patient puisse au maximum. Oui. Tout à fait, pour réduire justement les coûts. Ça coûte extrêmement cher maintenant de venir se soigner à l'hôpital. Et fort heureusement qu'on est justement dans une société plutôt européenne, et donc on a un système de santé et de soins qui rembourse plus ou moins très bien. Donc on peut s'estimer heureux par rapport, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, où là, c'est aux patients même de pouvoir intervenir dans ces soins de santé. Et il n'y a pas de système de remboursement. Oui, c'est ça. Comme nous en Europe, comme on a la chance d'en avoir ici en Belgique ou en France. Et donc vous trouvez que c'est quand même une chouette idée de se dire qu'il y a des soins qui peuvent se faire à domicile. Maintenant, vous n'avez pas peur que justement les personnes restent dans justement cette souffrance par rapport à leur maladie dans du domicile pur et ne sortent plus de la maison? Parce que là, vous comparez entre vous comparez hospitalisation
et soins à domicile. Mais venir en entretien de cabinet, c'est encore différent que de se faire hospitaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça reste quand même, il y a quand même une certaine dépendance, même que ce soit dans les soins ou que même quand ce soit dans une hospitalisation à domicile. Ça reste la même chose. Les patients sont ils sont dépendants. Et dépendants de qui? De nous, de soignants. Donc notre intervention, elle est nécessaire, elle est primordiale. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être évaluer la situation et se dire vraiment dans des cas où la personne ne peut absolument pas se déplacer, où c'est vraiment très compliqué pour elle, à ce moment-là, oui, on pourrait faire du soin à domicile, mais dans les autres cas, le pousser à sortir de chez lui? De toute façon, les patients qui bénéficient de soins à domicile sont des patients qui sont dans le besoin, qui sont en termes de dépendance, qui ne peuvent qui n'ont pas d'autre solution, exactement, de pouvoir se déplacer. Et c'est beaucoup plus simple de rester à domicile que de se déplacer à l'hôpital, où là, il faudra toute une organisation, prévoir les taxis, peut-être une ambulance. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est un coût de nouveau. C'est un coût aussi, prévoir une ambulance, prévoir un taxi, trouver des personnes pour justement aider la personne à la préparation, les médicaments, la gestion. Vraiment, c'est toute une prise en charge globale pour pouvoir se rendre en fait dans une institution hospitalière ou se rendre en rendez-vous. C'est assez compliqué. Donc moi, je trouve que c'est un gros avantage de rester à la maison, d'être chez soi et d'avoir un soignant qui viendrait à domicile. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus simple en termes de gestion, de logistique et en termes de coûts. Ouais. Vous êtes d'accord, Madame de Moulin? Les ergots. Évidemment, les personnes qui bénéficient de soins à domicile, c'est parce qu'ils en ont un véritable besoin. Oui, voilà. Mais donc, on n'a pas des personnes qui ont des soins à domicile juste parce qu'ils n'ont pas envie de... Moi, ça m'est déjà arrivé. Surtout, comme il y a eu le Covid, etc., il y avait le système par consultation par vidéoconférence qui s'est ouvert. Et il y avait aussi tout ce qui est soins psy d'urgence à domicile. Et parfois, je trouvais qu'il y en avait certains qui allaient peut-être un peu en abuser. Ils n'avaient pas envie de se déplacer. C'était bien d'être dans son salon et d'avoir son psy qui vient dans son salon par vidéoconférence, quoi. Et donc... Voilà, non, mais je me dis que, en tout cas, en tant que psy, je me dis que la thérapie, c'est aussi se déplacer, sortir et venir. Oui, mais maintenant, il faut savoir le faire. Il y a des personnes qui sont dans une situation où ça n'est pas vraiment impossible. Ouais, c'est impossible. Mais disons que le système de santé est fait de telle sorte que les seuls qui ont droit à ce type de soins à domicile, ce sont les personnes vraiment dans la difficulté et qui ne sont pas aptes à sortir de la maison alors. A priori, c'est ça. C'est des patients atteints de pathologies graves, aiguës, chroniques, évolutives, instables, voilà, qui sont en soins palliatifs et qui nécessitent véritablement une prise en charge à domicile. Donc là... Et Madame de Moulin, ça vous arrive par exemple de faire sortir le patient dehors, c'est-à-dire que voilà, vous venez pour un soin à domicile et ça vous arrivait parce que mais je sais que vous faites encore un peu de domicile. Par exemple de se dire tiens, on va descendre les escaliers, on va aller faire un petit tour du jardin ou on va essayer de bouger à l'extérieur. Oui, il peut y avoir un cas, vous me faites penser à un cas bien spécifique, c'est une personne âgée qui souffre d'une démence, qui n'est plus du tout orientée correctement ni dans le temps ni dans l'espace, qui sait encore marcher, mais elle ne saura jamais vous dire si on où elle est, ce qui se ni passe. Où elle est, ni quand nous sommes, et elle a quand même besoin de prendre l'air, et s'il fait beau, ce serait bien de pouvoir aller se balader, d'aller faire un petit tour. Si l'ergo n'est pas là, elle peut pas le faire. Elle n'a pas le droit, elle doit rester enfermée dans sa chambre entre quatre murs. Ou alors il faut qu'elle ait ses enfants près d'elle qui la fassent. Là, mais ses enfants, ils travaillent, ils ont leur vie aussi, quoi. Et donc parfois les prestataires de soins à domicile, les infirmières, les ergos, elles ont aussi ce rôle de parfois pouvoir sortir un peu avec le patient, de pouvoir aller prendre. Là, je pense pas. Non, on est tellement limité par le temps. Moi, je veux vraiment faire sortir tout le monde. En vérité, moi, je veux sortez. Ça, c'est le post-Covid. Ça, on n'en peut plus d'être étouffé à la maison. Donc, ça, c'est vrai que ce désavantage, il y a cet isolement. Des patients, certains patients n'ont pas assez de ressources, en tout cas, au niveau familial, au niveau. Et vous sentez ça parfois? Oh oui. Parce qu'il y a des patients qui sont très contents que vous arriviez. Mais bien sûr, ils attendent que ça.
Parfois, ils attendent que le passage de l'infirmière ou du kiné ou autre, ou du médecin. Et donc, ils ne vivent que par ça. Et donc, ça permet aussi de casser un petit peu leur routine et ça leur permet aussi d'être en contact socialement avec d'autres que lui-même. Et souvent, moi, je rencontre beaucoup, c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce qui m'a frappé dans les soins à domicile quand j'en avais fait, c'était l'isolement social, où les patients restent vraiment 7 sur 7 à domicile. Mais c'est pour ça que moi je vous disais, j'étais dans un truc, il faut les faire sortir. Mais dans la limite du possible, parce que nous, c'est plus notre rôle. Après, moi, en tant qu'infirmière, ce n'est pas mon rôle. Et je n'ai pas les compétences pour pouvoir le faire. Donc voilà, moi je me limite dans mon rôle. Ma mission, c'est les soins de santé. Parfois, je peux généreusement, parce que ça, c'est vrai que parfois on peut sortir du cadre infirmier et parce qu'on est humain, donc on peut aller chercher une baguette, on peut acheter des soins d'hygiène, on peut améliorer un petit peu le quotidien des patients, mais plus ça va pas être possible parce que déjà on a une tournée qui dure toute la journée, on doit avoir d'autres patients, en termes de disponibilité on est très limité et donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Mais souvent et c'est ça la difficulté avec les patients, c'est que les patients quand ils demandent des soins à domicile, alors les patients se ruent vers le matin, oui je veux 10h, oui mais on peut pas prendre tout le monde à 10h, 9h le matin, et c'est pas possible, on peut pas se départager, non mais on peut pas se départager, c'est pas possible, vous voyez, donc c'est en termes vraiment de disponibilité, de logistique, voilà, il faut essayer de mais ça revient un peu à ce que Madame Iskandar disait tout à l'heure, c'est le fait que vous êtes obligé en fait de maintenir quand même un cadre entre guillemets éthique, déontologique aussi. Il faut aussi une certaine équité dans le temps. Il faut une certaine équité dans le temps pour tout le monde. Je peux pas passer 1 heure si ça nécessite 1 heure. Par exemple, je prends un exemple. Pour des soins palliatifs, c'est sûr et certain que le temps va être plus long que par exemple si je suis amenée à faire un pansement simple. Un pansement simple, ça prend, grand maximum 1/4 d'heure, grand max. 1/4 d'heure. Voilà. Mais pour des soins palliatifs, non. Là, c'est beaucoup plus, ça nous demande beaucoup plus de disponibilité. Donc, il faut prévoir environ 1 heure. 1 heure. Vous voyez? Parce que c'est en fonction aussi du degré de dépendance. Ouais, ça aussi. Et puis si les patients, c'est tout ça qu'il faut évaluer. Sont aussi très demandeurs d'avoir du temps, etc. Voilà. Après, c'est en fonction aussi de l'état de santé de chacun, si il est grabataire ou pas. Oui, mais il y a parfois la famille aussi autour dans les soins palliatifs qui veut vous poser des questions. Oui, des choses bien comme sûr, ça. il faut se rendre disponible en fonction de ça, en fonction des informations. On n'est pas là que pour un soin technique. J'avais envie de dire aussi, on est là pour un peu soutenir la famille, rassurer, demander des nouvelles, comment ça a été. Voilà, quand même. On donne du temps en termes un peu psychologiques, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, c'est pas des séances de psy, mais bon, on essaye à chaque fois une infirmière. Mais du coup, tout à l'heure, on va parler de ce fameux projet Brussano parce que l'idée, justement, c'est d'avoir une psy, une ergo et une infi qui travaillent main dans la main avec certains patients. Donc, c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, c'est intéressant. Mais est-ce que vous, ça c'est déjà arrivé que, par exemple, certains patients débordent ou vous sentez que c'est difficile, ils veulent pas vous laisser partir, ou on sent qu'il y a une attache et qu'ils ont besoin de vous voir absolument? Il est clair qu'il y a certaines situations, des gens qui sont dans le besoin, qui sont en manque, ils ne sont que dans l'attente et ils sont dans la joie, je ne sais comment l'exprimer quand ils nous voient arriver. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, c'est clair qu'il y a un attachement qui se fait, mais bon, et encore une fois, il faut parvenir à mettre à la distance. Il y a une distance à respecter. Ouais. Ça doit pas être évident quand même, je trouve. Ça vous frappe aussi oui, tout à fait, mais ça vous frappe aussi la solitude des personnes. Certaines personnes, oui. Tout le monde n'a pas un entourage, tout le monde n'a pas une famille, tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment très isolés. Ouais, donc finalement, c'est pas plus mal cette idée de soins à domicile pour les personnes isolées. C'est indispensable pour certaines personnes. Tout à fait. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, en tant que jeune ergo, est-ce que tu te verrais aller dans des soins à domicile comme ça? Moi, je me suis toujours posé la question aussi, parce qu'on ne sait pas toujours vers quel patient on arrive, sauf si c'est le médecin qui nous oriente, il peut nous faire une petite anamnèse de ce qu'il y a.
Mais en tant que psy, parfois on nous dit bon voilà, il y a un patient qui demande à avoir une psy là-bas, est-ce que tu peux aller? Je me dis waouh, quand on arrive tout seul dans la maison de quelqu'un, est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce que toi tu te sentirais à l'aise d'aller dans des soins à domicile comme ça a priori? Déjà, premièrement, je pense que en allant chez le patient, on est censé avoir une ordonnance du médecin, donc je pense qu'on a déjà une petite, oui, vous avez des infos. On a une petite fiche d'abord du patient. Mais c'est vrai qu'aller chez un patient comme ça, sans savoir sur quelle personne on va tomber, c'est sûr que ça peut faire peur. Et puis comme vous avez dit, on ne sait pas à quelle heure on va sortir. Elle peut prendre plus de temps. Mais c'est vraiment pour ça, c'est des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui ont envie qui ressentent ce besoin de vouloir discuter avec n'importe quelle personne. Mais oui, ça peut faire peur, c'est sûr. Et c'est déjà arrivé, enfin moi je pense aux ergots ou à Madame Bounou, que vous disiez bon, je vais quand même appeler la famille pour dire que ça ne va pas, que la personne est quand même fort isolée ou que je suis inquiète de sa situation. C'est déjà arrivé? Il y a parfois, c'est clair qu'il faut. La collaboration est indispensable, mais encore une fois, tout le monde n'a pas un entourage. Oui, voilà, c'est ça. S'ils ont un entourage, il y a collaboration, il y a communication, il y a échange, mais il y a des gens qui sont totalement isolés. Oui, la solitude, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Avec les soignants et avec les médecins qu'il y a collaboration alors. Voilà. Parce que la solitude, en matière de santé mentale, ça a aussi un sacré impact. Hein. Donc, la maladie, ça a un impact au niveau psychologique. Et vice-versa. Dans l'autre sens aussi, tout à fait. Être malade de manière chronique, avoir une grosse pathologie et vivre ça au quotidien et tout au long de sa vie, je pense qu'on en prend un coup. Et donc, le suivi thérapeutique psychologique, il est plus que nécessaire. Tout à fait. Pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vie. On peut dire que le corps et l'esprit sont intimement liés, mais ça, on ne le dira jamais assez. Bon, on revient... Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès aux soins de santé et aux informations autour de la santé et de la famille. Aujourd'hui, justement, on parle des soins de santé à domicile. Je me suis confondue un petit peu, donc c'est pas grave. C'est l'ergo et l'infirmière, là, ils m'ont perturbée juste avant la pause. Elles m'ont attaquée, elles m'ont dit « Vive les soins à domicile !» Elles n'ont pas voulu me lâcher, elles m'ont dit « Mais si, il y a des personnes pour qui c'est indispensable, je n'en doute pas. Hein. Mais disons qu'on travaille dans des domaines différents. » Mais c'est vraiment un petit débat très intéressant juste avant la pause. Et tiens, Madame Bounou, je me demandais, est-ce qu'il y a des complications qu'une infirmière peut rencontrer en soins à domicile? Des complications, qu'est-ce que vous voulez dire? Plutôt peut-être des difficultés? Parce que des difficultés, oui, on en a. Et on en a. Quoi, par exemple? On en a de nombreuses. Elles sont plus ou moins. Alors, que vous dire? Je vais commencer par quoi? Parce qu'il y en a tellement que. Alors parfois, c'est vrai qu'on a des conditions de travail parfois très difficiles. Parfois à la limite de l'acceptable parce que parfois on est dans des environnements qui ne sont pas forcément adaptés pour ma part en tout cas en tant que soignante à des soins de santé parce que il y a des règles d'hygiène, il y a des règles d'asepsie donc on fait attention à la dextérité, à l'ergonomie et donc parfois c'est pas très évident pour nous de bien travailler hein. Donc parfois ça pose problème. Et ce qui pose problème aussi, c'est parfois le peu de moyens c'est ce qui m'a frappé en tout cas, c'est le peu de moyens que les patients ont à leur portée. Pourquoi? Parce que parfois on peut arriver pour faire un soin et on se retrouve parfois bredouille parce que les patients n'ont pas de matériel pour pouvoir en fait avoir le soin, le traitement. Et donc parfois ça pose problème. Moi j'ai toujours vu des infirmiers avec des petites voitures remplies de plein de trucs dans matériel, leur coffre. Oui, tout à fait. Avec plein de pansements partout, plein de trucs. Tout à fait, mais quand c'est des soins chroniques, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps, eh bien aller à la pharmacie... Ils vont vendre leur pochette ou des trucs comme ça avec le médicament spécifique. En tout cas, le matériel coûte cher. Hein, et ça, il faut le savoir. Les médicaments coûtent cher, les soins coûtent cher.
Donc voilà, et parfois il y a des gens qui ont peu de moyens et donc ils essayent un petit peu de se dépatouiller. Et, donc parfois ça peut arriver que vous arriviez parce que les gens n'ont pas eu les moyens de s'acheter du matériel pour leurs soins. Tout à fait. Et vous devez faire preuve de créativité et bricoler avec ce qui s'est Tout à fait, parce que parfois on arrive, parfois il y a des soins de plaie qu'on doit faire très complexes et qui nécessitent un certain type de matériel. Et donc parfois on arrive, par exemple, c'est un exemple, je vous l'illustre, on a besoin par exemple de compresses 10-10, les infirmiers je pense qu'ils me comprendront, et parfois on arrive, le patient il a des compresses 5-5. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dire au patient de racheter encore une boîte de compresses 10-10 qui coûte hyper cher, 15-20 euros, alors que dans la boîte il y a quoi? Peut-être 5 compresses, et qu'est-ce qu'on va faire avec 5 compresses? Voyez? Et donc ça monte, le côté financier est élevé, ça monte très vite, ça chiffre très vite. Donc c'est ça la difficulté à quoi on est confronté. Il y a aussi le fait que les conditions parfois de travail, l'environnement du patient. Parfois, c'est des petits appartements. Parfois, il n'y a pas assez de matériel. Parfois, les patients, on les retrouve dans des conditions un peu précaires. Donc voilà, il faut essayer de jongler, créativité, système D. Donc c'est un peu tout ça. Ouais. Donc ça c'est la réalité des soins à domicile. Parfois c'est surprise les soins à domicile. C'est Kinder surprise, mais véritablement c'est vraiment Kinder surprise parfois. Et parfois on tombe sur des environnements qui sont très bien. Donc voilà, tout dépend de la patientèle, tout dépend du revenu de chaque famille, de chaque patient et de ce qu'on a, de la disponibilité. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. D'accord. Et je me retourne du côté de Madame Demoulin. Quels sont les avantages ou les inconvénients pour les ergothérapeutes de faire du soin à domicile? Avantages, inconvénients, ça dépend de ce que l'on aime. Parce qu'un ergo, ça peut travailler en milieu hospitalier, ça peut travailler dans l'enseignement spécial, ça peut travailler en maison de repos et de soins, ça peut travailler dans les centres de rééducation, ça peut travailler à domicile. Maintenant, avantage, ici en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Le problème, il y a très 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 peu d'ergothérapeutes qui travaillent à domicile à l'heure actuelle encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a malheureusement quasi pas de remboursement et ce n'est que dans quelques situations exceptionnelles. Après hospitalisation, une personne qui se retrouve handicapée et encore, même dans ces cas-là, il y a des conditions vraiment très strictes pour que la personne puisse avoir un remboursement d'ergothérapie à domicile. De ce fait, malheureusement, ça ne favorise pas les prises en charge à domicile, du coup. Du coup, l'ergothérapie à domicile n'est pas encore très développée en Belgique. On va plus appeler un kiné qu'un ergo, alors. C'est pas du tout la même chose. Mais oui. Un kiné ne sait pas faire de l'ergot, tout comme un ergo ne va pas faire de la kiné. Ouais. Simplement, c'est bien dommage, mais il y a des gens qui pourraient retrouver de l'autonomie, qui pourraient retrouver leur autonomie et être indépendants de qui que ce soit, s'ils avaient de l'ergot. Le kiné, il fait de la rééducation des fonctions motrices, et point. Maintenant, s'il faut adapter le lieu de vie ou s'il faut donner des conseils sur la façon de faire tel geste, comment faire pour se laver, s'habiller, etc., par soi-même, de manière autonome, on peut leur donner plein de conseils, ils retrouvent leur autonomie, mais s'ils n'ont pas les moyens pour se payer ces soins-là, ils restent dépendants des infirmiers ou des aides-soignants. Oui, voilà, et c'est pour ça que ça peut être lourd aussi pour eux. Infirmiers et aides-soignants, indispensables, à vie, jusqu'à la fin de leur jour, alors que s'ils avaient eu accès à des soins d'ergo, ils auraient pu retrouver leur autonomie. Et ça, c'est à cause du non-remboursement actuel. Oui, voilà. On passe un petit message, justement. Mais on va venir justement parler avec Jessica Iskandar. Il y a un nouveau projet chez Brusano qui a vu le jour, mais c'est récent. Bon, voilà, il n'y a pas encore énormément de publicité sur ce projet parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc, nous-mêmes, à l'Espace Santé Famille, on vient de s'y inscrire. C'est un projet... Enfin, voilà, vous pourriez peut-être nous parler un petit peu des objectifs du projet P3 et à quel type de public il est destiné. Parce que là, du coup, on inclut les ergos dans ce projet. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un projet qui vient en fait proposer une aide à domicile qui est de 3 types. Donc, il y a tout ce qui est case management, donc qui est plutôt dirigé par soit une infirmière, soit un assistant social ou un médecin qui lui s'occupe de la coordination des soins.
Et là, alors, ils ont inclus également la psychologie à domicile et l'ergothérapie. Et donc, ce sont pour les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans et qui habitent dans la région bruxelloise. Oui, on précise quand même que c'est que pour les Bruxellois. Exactement. Et donc, et qui aussi souffrent de conditions chroniques, donc de une ou plusieurs maladies chroniques. Et donc, voilà, il y a des critères à respecter. Et les objectifs, c'est vraiment d'augmenter la qualité de vie de ces personnes et de proposer vraiment une aide qui soit globale et de favoriser la multidisciplinarité. Donc c'est un peu novateur parce que pour une fois on inclut l'ergothérapie et alors en plus des soins de santé psychique à domicile, hein, donc pour des personnes qui sont quand même en souffrance. Là on ne considère plus qu'il y a que le corps qui souffre. On considère qu'il y a aussi tout ce qui est psychique derrière. Et je ne sais pas, Madame Sra, si vous aviez entendu parler de ce projet, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant et qu'une jeune ergo, elle pourrait se lancer dans ce genre de projet, par exemple ? Franchement, je ne connaissais pas du tout ce projet-là. Et je trouve que d'intégrer un ergothérapeute dans le projet, c'est vraiment intéressant parce que les personnes âgées sont souvent des personnes qu'on a tendance à délaisser et justement leur apporter une aide. Franchement, c'est super intéressant d'intégrer en fait l'ergothérapie et de pouvoir venir en aide à la maison. Et du coup, je pense que pour les jeunes ergos, ça peut être chouette aussi de se retrouver en collaboration avec d'autres professionnels dans une équipe. On n'est plus dans le truc où je viens tout seul et je Kinder Surprise. Ça soulagerait véritablement les infirmiers en tout cas, parce que bon, c'est vrai on endosse quand même pas mal de rôles en même temps. Ouais. C'est quand même assez lourd. Donc la prise en charge est lourde quand même. Donc d'avoir un ergothérapeute, ça. C'est ce que disait Madame de Moulin. Ça peut changer le temps passé auprès du patient et pour nous en tant que soignants et infirmiers de se concentrer que sur les soins, sur votre travail, sur notre travail, que sur les soins et pas sur les choses un petit peu annexes, quoi. Et donc justement l'intervention des ergothérapeutes ou des psychologues, c'est vraiment intéressant comme projet. Et ici en plus, je reste sur vous, mais parce que vous faites partie aussi de l'espace santé famille et l'espace santé famille s'est inscrit à ce projet. Mais du coup, vous êtes infirmière, ça veut dire que c'est pas le même rôle dans le projet P3. Les infirmières, elles ont un rôle de case management. Ça veut dire qu'elles centralisent toutes les informations autour du patient, genre comme un dossier médical global ou un truc comme ça. C'est ce qu'on fait aussi à l'hôpital. Hein. On a une anamnèse, donc on récolte aussi les informations auprès du patient, auprès de la famille, pour avoir vraiment une vue ensemble et une vue globale de tous les points du patient, quoi, de l'état de santé, de l'évolution, de l'environnement, on récolte toutes ces informations-là. Donc, je pense qu'on a déjà, j'avais envie de dire, une expérience, pas une expertise, mais une expérience par rapport à ça. Donc, et en plus, en tant qu'infirmière, j'avais envie de dire, parfois, j'ai l'impression de me transformer en super infirmière parce qu'on doit gérer plein de choses sur le côté. On n'est pas que infirmière, on est psy, on est ergothérapeute, on est soutien à la parentalité. On déploie quand même pas mal de compétences. Donc et gérer, je pense que c'est ça permettrait de soulager un peu les infirmières et en même temps de peut-être d'améliorer la qualité des soins à domicile de manière plus spécifique peut-être. Et à votre avis, Madame de Moulin, pourquoi Bruxelles a développé ce type de projet dans Bruxelles spécifiquement, et puis pourquoi ce type de projet pour les ergothérapeutes? Pourquoi dans Bruxelles, je n'en sais rien, moi. L'isolement, on parlait de la solitude tout à l'heure. Oui, mais bon, ça peut concerner n'importe qui dans le pays. Hein. Ça ne concerne pas plus le Bruxellois que les autres. On ne sait pas d'où vient l'argent aussi, parce que chez nous, c'est ça, c'est une question. Il y a peut-être une question de sous et de régionalité. Peut-être que c'est un projet communautaire, à mon avis. Je pense que c'est au niveau de la communauté bruxelloise. Je ne sais pas qui a pris ça en route. Mais bon, c'est déjà bien pour les Bruxellois, tant mieux, tant mieux pour eux. Hein. Tout le monde habite Bruxelles. Non, mais je me dis, en quoi c'est intéressant en tant qu'ergo de pouvoir profiter de ce type de projet. Parce que vous prenez connaissance aussi de ce projet, hein. Ben oui, j'en prends connaissance maintenant. J'en prends connaissance maintenant. Ça permettrait à davantage d'ergothérapeutes de travailler en libéral, puisque là, je veux dire 98% des ergothérapeutes travaillent en tant qu'employés et non en libéral, parce que ce n'est pas possible sur le plan financier, parce qu'il n'y a pas de remboursement. Ouais, c'est ça. Donc ici,
S'il y a un nouveau projet qui permettra aux patients d'être remboursés des soins d'ergothérapie, il y a d'office davantage d'ergothérapeutes qui pourront aller travailler à domicile. Tout à fait. Voilà. Mais en même temps, c'est que pour un certain type de public. On s'entend c'est bien. Déjà un début. C'est déjà un début. Oui, soyons contents. Oui, soyons déjà contents. Une chose à la fois. Voilà, on va pas trop en demander. Je voulais demander aussi quels sont les avantages du projet P3 à Madame Iskandar, parce que c'est vous qui nous avez un peu expliqué ce que c'était. C'est quoi les avantages pour les usagers d'avoir accès à ce projet? C'est vrai que le suivi à domicile est global avec les soins et donc l'ergothérapie et la psychologie, mais donc c'est en plus de leurs soins habituels. Et donc, ça permet vraiment la prise en charge globale. Et comme on se déplace au domicile du patient, ils ont un contrôle et une sorte de sentiment de sécurité sur leur environnement. Et donc, ils sont peut-être plus motivés aussi à soit faire les exercices d'ergothérapie ou de se prêter au jeu. Pour la thérapie, c'est pareil. Ils sont peut-être plus motivés et il y a aussi une sorte de reconnaissance de leur souffrance ou difficulté, puisque c'est nous qui nous déplaçons. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est avantageux pour eux. C'est rassurant pour les patients, pour les usagers. Ok, je réfléchissais en même temps à ce que vous disiez et je me disais, tiens, finalement, pour les autres usagers, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre, quoi? Parce que maintenant, il y a au niveau des soins, même psy, ça aussi, ça n'existe pas énormément, quoi. Et alors, je me disais aussi quel coût ça a. Donc, par exemple, pour le projet P3, les patients devront payer combien pour avoir ce type de prestation? Est-ce que c'est pris en charge par la mutuelle ou comment ça marche? Je pense que c'est par le médecin généraliste qu'ils doivent passer. Donc, ils doivent en faire la demande. Ou alors, si le médecin a connaissance de ce projet, peut aussi les inscrire. Donc, c'est à lui aussi de prendre contact avec les personnes du projet, de vérifier que son patient rentre dans les conditions. Voilà, c'est ça, dans les critères. Et après, à partir de ce moment-là, donc le patient rencontre aussi une personne du projet qui lui expliquera tous les avantages dont il pourrait bénéficier. Et donc, faut savoir que ce projet-là, c'est sur une durée de 6 mois maximum, mais c'est par prestation. Donc, ça veut dire il peut les cumuler ou alors en faire dans des périodes différentes. Mais c'est 6 mois maximum par prestation. Ah oui, donc c'est juste une prise en charge sur 6 mois. Voilà, c'est sur le court terme, mais comme a dit Madame de Moulin, je pense que c'est un début, c'est vraiment un début. Ouais. Petit début. On se dit c'est déjà bien. Bon, alors je vais pas trop poser la question pour les autres. Les autres, ceux qui ne sont pas dans les conditions, n'écoutez plus l'émission. Non, ça va, je plaisante. Mais non, mais je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des parents peut-être âgés ou des parents en soins palliatifs ou avec des maladies chroniques, qui se disent tiens, mais moi finalement j'aimerais bien avoir ce type de prestations pour moi ou pour quelqu'un de ma famille. Je sais qu'il y avait une adresse mail qu'on pouvait contacter pour les responsables du projet ou un numéro de téléphone, mais on regardera peut-être après, on vous la transmettra après la pause. On va d'intégrer des ergos et des psys en plus des infirmières en soins à domicile, puisque le thème de l'émission d'aujourd'hui c'était les soins à domicile. Et on n'a pas beaucoup parlé du rôle du psy finalement dans ces soins à domicile et dans ce cadre de travail-là avec Brussano. Du coup, j'aimerais bien que Madame Iskandar, elle nous développe un petit peu ce point-là, puisque c'est elle la psy aujourd'hui. Donc voilà. Mais dans le projet P3, je dirais que sensiblement les missions du psychologue sont quasi les mêmes. Mais c'est vrai que dans le soin à domicile, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on essaye vraiment de plutôt se centrer sur les forces et les ressources personnelles du patient, histoire de vraiment augmenter sa qualité de vie. Et donc on va peut-être pas présenter les choses sous forme de problématiques, mais se focus sur ces ressources personnelles qui sont vraiment vecteurs du changement. Et sinon, c'est comme tout l'accompagnement psychologique, je dirais, c'est vraiment l'écoute empathique et le soutien qui est vraiment primordial. Et je pense que c'est ce que les patients recherchent, avoir une écoute qui soit non jugeante et empathique à leur égard. Oui, donc ici, le psy aurait la même fonction que s'il travaillait en cabinet, sauf que son cadre est quand même un petit peu différent, quoi. Voilà. Les psys sont peut-être moins habitués à travailler comme ça.
du coup, à devoir faire Kinder Surprise aussi. Mais bon, je pense qu'avec le projet Brusano, il y a quand même une coordination entre les différents intervenants qui viennent au domicile du patient. Donc si moi j'ai bien compris, par exemple si on fait appel au psy, ça peut être l'infirmière ou l'ergo qui va faire appel au psy en disant tiens, ce patient-là il aurait besoin quand même d'un suivi psy, donc on va mettre quand même en plus de l'infirmière et de l'ergo une psy. Donc il y a quand même une collaboration avec les autres intervenants. Tout à fait, je pense que la communication est primordiale entre tous les prestataires dans ce projet. Et donc voilà, on peut s'adapter. Il y a une centralisation aussi des informations, comme tout à l'heure on disait avec Madame Bounou, puisque les infirmières ou AS sont case management dans ce projet, ça veut dire qu'elles centralisent toutes les informations. Et donc l'idée c'est de ne pas perdre des infos, et aussi si on veut réorienter le patient ou adapter sa prise en charge, ça permet de mieux savoir, d'avoir toutes les informations dans les mains en fait. C'est un peu ça. Oui, et pouvoir travailler aussi en termes de multidisciplinarité, hein. Donc ça va permettre aussi d'orienter peut-être le psychologue d'une certaine façon ou l'ergothérapeute d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment une récolte d'informations et le fait aussi de réajuster, parce qu'il faut aussi réajuster en fonction du temps, en fonction des événements, en fonction de l'évolution du patient, en fonction de son état de santé. Il y a plein d'événements de vie qui se passent et il faut à chaque fois se réactualiser et réadapter continuellement. Donc oui, le travail multidisciplinaire, il est vraiment très très important, il est essentiel. Madame Stra, vous, dans votre parcours, dans votre cursus, est-ce qu'on inclut la psychologie avec les cours d'ergothérapie? Vous avez beaucoup de cours de psychologie? On en a vraiment beaucoup. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, vous avez l'habitude de collaborer. On vous forme déjà à collaborer avec des psychologues de base. Oui, bien sûr. On avait de la psychologie pédiatrie jusqu'au vieillissement. Et c'est vrai qu'on l'incluait beaucoup dans le cursus. C'était vraiment un cours très important au niveau de l'ergothérapie, quoi. On nous apprenait à être empathique envers les patients, établir un cadre relationnel avec le patient, comment l'établir. C'est vrai qu'il était très présent, ce cours-là. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus dans ergothérapie, en thérapie, c'est quand même tout ce qui est soins, hein. Donc clairement, on vous montre que en ergothérapie, on travaille pas qu'avec le corps, mais on travaille aussi avec tout ce qui est santé psychique aussi, quoi. C'est quelque chose de spécifique à l'ergo. À l'inverse du kiné qui travaille uniquement sur la motricité, l'ergothérapeute travaille pour la motricité s'il y a besoin de soins au niveau motricité, mais sinon des soins psychiques aussi. Tout à fait. C'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, corps, esprit, on n'est qu'une pièce. Hein. Oui, tout à fait. Parfois, les gens l'oublient qu'on n'est qu'une pièce. Ici, en Occident, on coupe en 1000 morceaux. Ça, c'est vrai. Dans la réalité... Ouais, c'est vrai. Tout est lié. Hein. Oui, on a tendance à scinder. D'ailleurs, c'est très tabou dans plein de cultures et plein de traditions d'aller voir un psy, par exemple, justement parce qu'on se dit non, c'est pas possible de tomber malade psychiquement. Donc, il y a plein de trucs comme ça où on se dit. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui disent les psys c'est pour les fous ou des. Oui, on peut dire peut-être pas du tout, mais il y en a beaucoup qui pensent que les psys c'est pour les fous. Et pourquoi ? Parce qu'ils pensent, par exemple, c'est pas possible que le cerveau tombe malade, entre guillemets, qu'il puisse y avoir des dysfonctions cérébrales ou qu'il puisse avoir des changements d'humeur, alors que ça fait partie de la personne, ça fait partie d'elle. Donc, oui, en effet. Je sais pas. Je pense qu'à ce sujet, justement, les mentalités sont en train d'évoluer par rapport... En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. J'ai l'impression que, oui, il y a peut-être 10-20 ans, les gens... de façon globale, pensez plus ça, voilà, le psychologue, non, je vais pas le voir, parce que je suis pas malade, je suis pas fou. Mais je pense que maintenant, l'accompagnement psychologique, c'est tellement élargi, c'est vraiment, voilà, de façon plus globale, une écoute. Parfois, on a juste besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas de notre famille, qui n'est pas dans notre cercle, et donc qui aura pas peut-être des a priori, et qui aura été aussi formé à écouter de façon, voilà, élargie, non jugeante, et donc, je pense que ça les gens... Ça évolue, tu dirais, toi, que ça évolue plutôt les mentalités par rapport à ça. Moi, je dirais ça, oui. Bon, moi, je serais un peu mitigée. C'est vrai que dans un sens, oui, mais après, ça dépend le profil de chaque personne. Hein. Y a des personnes qui se disent non, moi, j'ai pas besoin d'un psy parce que bon, voilà, il y a l'ego, il y a le fait que voilà, on fait un peu de déni aussi à côté et que finalement, au final, de manière pratique, oui, ils ont besoin peut-être d'une aide psychologique. Oui, il y en a qui ça se démocratise très bien. Hein. Maintenant, ça a l'air du temps d'aller voir un psy. Maintenant, je pense que
c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, même dans les pays anglo-saxons, pour eux, c'est vraiment une fierté d'avoir un psychologue, d'être suivi. Je suis suivie. Oui, vraiment aux États-Unis, voilà, c'est le grand boom. Tout le monde a un psy. Tout le monde. Effet de mode, quoi. C'est essentiel, c'est nécessaire. Et c'est vrai que, voilà, avec c'est moins chez nous quand même. Hein. À l'occidental, un peu moins, mais ça commence tout doucement. Ouais. Ça commence. Voilà, les mentalités vont évoluer. Et je pense que les générations aussi. Donc, je pense qu'on va vers un futur plutôt psy. Hein. Oui, psy dans quel sens? J'espère pas psy dans le sens psychopathe, hein, plutôt. Tu veux dire, on fait attention à sa santé d'avoir mentale. D'avoir un suivi peut-être thérapeutique. Hein. Quand on dit suivi thérapeutique, pour moi, agir à titre préventif aussi. Voilà. Oui, ça c'est vrai aussi. Tout à fait. Préventivement, on peut aller aussi consulter, quoi. Bien sûr. Mais je me retourne peut-être vers Madame Straps, la plus jeune de l'équipe là, et je me dis, tiens, quand toi tu vas boire un verre avec tes amis et que tu leur dis je suis ergothérapeute, ils te disent quoi? C'est quoi l'ergothérapie, l'ergonomie, vous travaillez les positions, tout ça. Ils savent pas du tout ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu travailles avec les plantes? Je dis, non, pas du tout. Je fais de la rééducation à l'aide des activités de la vie quotidienne, mais c'est vrai qu'ils connaissent pas du tout, quoi. Ah ouais, voilà. Ouais. Et si tu dis, par exemple, tu travailles avec des psys et tout ça, dans un milieu médical, est-ce qu'ils comprennent, ils adhèrent, ils pensent quoi, cette jeune génération? Franchement, ils connaissent pas du tout. Je leur dis, non, je travaille dans un milieu hospitalier, je suis en collaboration avec tout le paramédical, que ce soit kiné, assistante sociale, psychologue, diététicienne, logopède, et on me croit pas, quoi. Oui, c'est ça, ils sont un peu... Non? Pas toujours, ils vont se dire, oui, c'est quoi ça, ou voilà. Ils ont jamais entendu de ce métier, quoi. Ils vont dire t'es une mytho, tu veux te la raconter. Un nouveau métier. Un nouveau métier, t'as inventé un nouveau métier. Ok, oui. Mais c'est vrai que il y a encore beaucoup de tabous, je pense, par rapport au métier de soins de santé mentale. Maintenant, tout à l'heure, je trouvais ça chouette. C'est vrai qu'on est quand vous dites Madame de Moulin, mais on est un morceau en entier. Enfin, on n'est pas coupé en plein de morceaux différents. Et c'est tout à fait ça. Parfois, c'est la tête qui tombe malade. Parfois, c'est le corps qui tombe malade et le corps mais non, c'est jamais ni la tête ni le corps, on n'est qu'une personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on tombe malade, l'identité, finalement. Oui, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que parfois, que tout était relié, c'est-à-dire que parfois, tout à l'heure, tu parlais des maladies chroniques, qui peuvent amener des maladies de santé mentale, c'est-à-dire que on peut avoir une maladie chronique, et je pense, par exemple, des personnes qui ont des maladies de Crohn ou des scléroses en plaques, et qui après, ça va impacter leur humeur, leur état qui peut peut-être devenir dépressif, etc. Oui, et donc finalement, le corps, la maladie corporelle peut devenir aussi une maladie psychique, et une maladie psychique peut provoquer des maladies corporelles. Donc c'est pour ça que je crois qu'on va vers des soins de vers l'inclusion des soins de santé mentale dans les soins à domicile aussi pour ça, probablement. Une prise en charge globale de la personne. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une prise en charge globale de la personne. C'est surtout que les soins à domicile, maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on va vers les hospitalisations à domicile. Parce que maintenant, je pense que avec les années à venir, il y aura plus vraiment d'hospitalisation à l'hôpital, dans des institutions hospitalières. Moi, je pense vraiment qu'on va se ruer vers une hospitalisation à domicile. Et ce sera comme ça. Et pour pouvoir être amené à aller dans des institutions hospitalières, ce sera vraiment à titre peut-être même exceptionnel ou dans des cas vraiment très graves ou des choses comme ça. Moi, j'espère qu'on fera pas des consultations par Zoom, parce que franchement, je pense véritablement qu'on avance vers ce. Mais ça fait peur. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça me fait pas forcément peur parce que quand vous allez dans d'autres pays, par exemple dans certains pays du tiers-monde, eh bien, les hospitalisations, même les soins se font à domicile. Mais on va faire une toute petite pause. Je suis d'accord pour un avec bon toi, suivi, tu vois. Pour être dans l'inclusion des soins, dans le sens où les personnes qui en ont vraiment besoin et qui savent pas se déplacer, c'est pas correct de les discriminer dans la prise en charge des soins, tu vois. Mais le fait de sortir de chez soi et de ne pas toujours attendre que tout vienne chez soi, tu vois, c'est comme voilà, c'est matière à débat, de toute façon. Matière à débat. Oui, moi, c'est ma vision des choses. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'on n'ira pas vers ce genre
vision, mais voilà. Moi, je rendrai pas tout soin à domicile. Je pense que les soins à domicile, vraiment pour les personnes qui sont discriminées, pour qui c'est difficile, je trouve que c'est essentiel. Maintenant, je pense que voilà, les salles d'attente des cabinets, ça permet aussi de faire des connaissances et sortir de chez soi, ça permet aussi de sortir de son espace personnel et de sortir de sa zone de confort, tu vois. Oui, mais c'est pas une question de discrimination, c'est juste en fait une autre façon de travailler, mais à domicile. C'est des soins à domicile. Oui, comme on pourrait accoucher chez soi. Donc les accouchements, ça se fait. Il y a des gens qui à domicile qui accouchent. Ouais. Et il y a un exemple, nos pays voisins, les Pays-Bas, qui sont très forts là-dedans. Et pourtant, ça se fait. Bon, ça se fait moins en France et ça se fait moins en Belgique, mais ça se fait un peu plus. Mais voilà. C'est un autre mode de soins, en fait. C'est une autre structure. Ouais. C'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière d'envisager les choses et donc, en matière de soins. Les soins à domicile, c'est quand même une pratique de l'avenir, quoi. Oui. Moi, je pense véritablement. Pour certaines personnes. Oui. Ouais. Moi, je pense véritablement, oui. Ouais. Non, toi... Madame Demoulin, vous dites c'est indispensable pour certaines personnes. Là, je suis d'accord. Pour certaines personnes, c'est indispensable. Mais je me dis, généraliser cette pratique et à la limite la mettre en avant par rapport aux pratiques institutionnelles hospitalières, est-ce que ce serait intéressant de ne faire que ça, que du soin à domicile? Ça, c'est pas possible. Il y a des situations où l'hospitalisation est indispensable. Ouais. Complètement. Une fois, il faut évaluer. C'est au cas par cas. Hein. Ouais. Quand vous êtes en état de crise, quand il vous arrive un souci de santé, un problème de santé aigu ou chronique, vous allez aller dans un hôpital, vous allez vous diriger vers un hôpital et qu'on puisse vous prodiguer des soins de santé. Ouais. Et donc après, pour le suivi thérapeutique, alors il y a un retour à domicile qui est effectué et suite à ça, il y a une intervention des soignants. Ah oui, voilà. Des différents types, d'une équipe multidisciplinaire qui permet en fait d'assurer le suivi thérapeutique, le suivi des traitements pour chaque patient. Mais comme vous disiez tout à l'heure, éviter que les hospitalisations perdurent. Les hospitalisations, ça coûte des frais énormes à la société. C'est énorme, hein. Pourquoi faire perdurer une hospitalisation pendant 3 semaines si elle peut ne durer que 5 jours ? Et on fait un suivi à domicile. Mais moi, je pense qu'on parle de choses différentes. Vous comparez parce que vous travaillez dans des milieux hospitaliers, vous comparez l'hospi et le soin à domicile. Moi, je compare le soin à domicile et le soin à l'extérieur, c'est-à-dire juste aller voir son médecin généraliste qui est un peu plus loin dans un autre quartier. Hein. Le médecin, c'est un médecin, le soignant, c'est un soignant, le thérapeute, c'est un thérapeute, le psychologue, c'est un psychologue, le logopède, c'est un logopède. Chacun ses compétences. Oui, voilà. Mais du coup, parce que moi, je pense qu'il faudra bien réfléchir à tout ça, parce que le psychologue qui va faire du projet P3, qui va venir en soins à domicile, il devient soignant à domicile. Non, il reste thérapeute. Il reste thérapeute à domicile. Dans un contexte de soins à domicile. Tout à fait. Et donc, il faut repenser parce que il n'a pas la même pratique qu'une infirmière et qu'une ergo, par exemple. Oh, vous savez, on s'adapte. Parce que même nous, au début, on s'adapte. Même nous, au début, vous savez, on connaît que l'hôpital. Et puis, on est amené aussi à travailler dans d'autres lieux, dans d'autres secteurs. Par exemple, nous, on a les secteurs hospitaliers. On peut travailler dans des secteurs libéraux, donc à domicile, dans des structures comme l'ONE. Donc voilà, et ça c'est différent, notre travail il est différent, notre rôle il est différent, mais on s'adapte. On s'adapte à chaque environnement, à chaque lieu. Bon, alors, voilà. On espère que les psychologues pourront bien s'adapter. Mais oui, en plus, je voulais ajouter à ça parce que tu parlais aussi de discrimination, mais j'avais envie de dire que tu sais, Virginie, quand tu as affaire en fait à des patients qui viennent de manière continuelle en hôpital, qui ont des pathologies lourdes, qui sont abonnés, on va dire ça comme ça, je le dis vulgairement, mais qui sont abonnés à l'hôpital. Quand tu parles avec eux, psychiquement, ils n'ont plus envie de rentrer dans un hôpital. Alors que la seule chose qu'ils ont envie, c'est de sortir de l'hôpital, parce qu'il y en a qui ont peur de rester à l'hôpital. Oui. Il y en a qui sont fatigués et c'est fatigant. Oui, dans ce les gens sont fatigués. Je comprends bien sûr. Bien sûr, tous les patients quand ils rentrent à l'hôpital, moi je suis infirmière, moi je vis ça au quotidien. Les patients, la première chose qu'ils demandent, c'est « Madame, combien de temps est-ce qu'on va rester ? Combien de temps est-ce que le traitement va durer pour que je puisse rentrer à la maison ?» Ouais. Et parfois, il y a des interruptions d'hospitalisation de la part du patient
parce que voilà, il y a une fatigue, il y a une peur, il y a toute une organisation et ça chamboule des familles, ça chamboule tout. Et donc, ce qu'ils ont envie, c'est de se ruer à la maison, quoi. Donc l'idée de ce projet de soins à domicile avec Brusano est pas si mal que ça. Et donc du coup, on va pouvoir travailler ensemble, si j'entends bien. On va devoir tout doucement clôturer notre émission pour aujourd'hui. Je vous remercie à toutes d'avoir été là avec nous. On a quand même bien appris des choses sur l'ergothérapie, sur les soins à domicile. On va devoir travailler en collaboration, mesdames, entre les psys, les ergos et les infirmières. Ça va être chouette. On va bien s'amuser. Oui, c'est très bien. Et moi, ça ne me change pas de mon quotidien hospitalier parce qu'on travaille aussi vraiment de manière très large, en multidisciplinarité. Et ça fonctionne très bien. Ouais. Et je pense que même à domicile... mais moi, je trouve... mot pour la fin. Oui, écoutez, moi, je trouve que c'est chouette d'avoir intégré les systèmes de santé mentale au sein des soins de santé annexes et à domicile. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est une superbe nouveauté. Je pense l'avenir tend vers ça, vers les hospitalisations à domicile. Et d'un côté, c'est un gros avantage, moi je trouve personnellement, parce que ça permet aussi que le malade ne soit pas forcément malade et il ne reste pas dans sa condition de malade. Et justement, d'où je pense que l'intervention d'un psychologue est encore plus nécessaire qu'une infirmière, parce que ça permet aussi de sortir du cadre de son état de maladie, de se sentir beaucoup plus humain, quelqu'un de normal finalement. De retrouver un peu un contexte de vie tout à fait classique et comme tout à chacun. Un petit mot pour nos auditeurs, pour Madame Iskandar. N'hésitez pas à vous renseigner pour ceux qui pourront peut-être penser à bénéficier du projet P3. Voilà, je pense que c'est vraiment c'est un nouveau projet, mais je pense que il a de l'avenir et peut-être que il s'élargira pour tout type de population. On espère ça. Madame Isra. Alors, je trouve ça super intéressant d'avoir intégré l'ergothérapeute dans le projet P3. Justement, ça permet à l'ergothérapie de se développer et que les personnes en apprennent un peu plus dessus, quoi. C'est super. Oui. Madame Demoulin, le mot de la fin pour vous? Je trouve ça très positif parce que ça permettra à certaines personnes qui ont perdu leur autonomie de la retrouver. Voilà, on espère en tout cas. Et la collaboration va être très créative, je pense, et très chouette aussi. En tout cas, on a hâte de travailler ensemble. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci. Peut-être dans une autre. En tout cas, je dis à nos auditeurs, je leur donne déjà rendez-vous la semaine prochaine dans votre émission Santé pour tous, de 14 à 16h. Vous étiez avec Virginie Leblic et je vous dis à très bientôt.